Excellent début de semaine. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission donc, du Global Street Trader Academy GSTA. Ici François Ablé pour vous animer. Aujourd'hui, donc lundi 30 octobre, donc nous tirons vers la fin du mois d'octobre. C'est l'Halloween, donc une semaine peut-être qui va être effrayante. En tout cas, elle est bien chargée en termes de nouvelles macroéconomiques, en termes aussi de voilà d'actualité politique et actualité économique, de news. Et c'est dans ce sens que nous retrouvons bien sûr pour faire un débriefing, un point de marché complet. Je sais que j'avais dit que je ne ferais pas de longues émissions, c'est-à-dire que je vais m'en tenir à rester entre 15 à 30 minutes. Mais aujourd'hui, ça peut être une émission un petit peu longue que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. En tout cas, en ce qui me concerne, je ferai de tout possible pour rester bref et concis et de ne pas faire en sorte que l'émission soit trop condensée avec trop d'informations et trop longue. Donc ça pourrait donc amener donc du coup l'auditeur donc que vous êtes à avoir un désintérêt dans cette émission. Alors, je suis très content encore de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mes idées, mes opinions. N'hésitez pas donc à vous aussi commenter en dessous de cette vidéo, à la partager, à mettre aussi des likes pour booster justement les audiences. Ça me fait vraiment plaisir et de savoir également que ce qu'on fait vous aimez. Alors bien, pour commencer, donc on va aller directement sur justement l'US, les États-Unis. Alors, comme vous savez, pardon. Comme vous savez, donc, aux États-Unis, actuellement règne un optimisme démesuré. Tous les acteurs économiques sont en train donc ont déjà pricé quasiment deux fois, ont déjà acheté donc cette nouvelle donc qui provient de la réforme fiscale de M. Donald Trump, du président Donald Trump, en ce qui concerne donc la réduction de l'assiette fiscale pour permettre à ce que l'entreprise ou l'administration américaine puisse dégager environ 2600 milliards dans ses caisses publiques, ce qui va permettre donc de redynamiser justement l'économie, encore plus l'économie américaine. Il faut savoir que l'économie américaine se porte très bien depuis au moins 2 mois et demi, 3 mois. On a fait des plus hauts. Et depuis donc sa dernière débâcle suite au trimestre passé, d'ailleurs on l'a vu la semaine passée, quand j'avais fait justement la vidéo sur justement le chiffre de l'indicateur simultané que vous connaissez tous maintenant, qui est un indicateur pas un des moindres, qui est la croissance économique américaine, le GDP, qui s'est chiffré à 3%. Naturellement, cela montre à quel point que les États-Unis se portent très bien et on va voir bien sûr avec les NFP cette semaine si cet indicateur qui est simultané, qui justifie en quelque sorte, qui confirme l'état de l'économie américaine. En ce qui me concerne, donc mes anticipations sur le NFP, je crois que le NFP est attendu à plus de 315 000 créations d'emplois. En ce qui me concerne, je dirais même qu'on serait justement un peu plus même, on peut aller un peu plus. Selon mes calculs, je crois que je me trouvais à peu près à 327 000 créations d'emplois. Donc, des attentes assez optimistes à cause justement, bien sûr, en majeure partie et de la reconstruction justement de l'ouragan Irma qui s'est déroulé justement dans le courant du mois de août, et également cet optimisme, ce vent d'optimisme qui souffle sur l'Amérique concernant les réformes fiscales du président Donald Trump. Au niveau également ça c'est pour l'actualité, donc les États-Unis, au niveau également du graphe donc technique que vous voyez à votre écran, vous avez, on voit qu'on a une polarité hebdomadaire sur l'indice américain. Donc l'indice américain donc qui, comme j'ai dit, vient de faire un plus haut, a cassé la fameuse résistance des 94 points. Là, on allait atteindre le 95 points, donc on se dirige vers peut-être une consolidation sur la polarité hebdomadaire que je dessinais ici en mauve. De toutes les façons, comme vous le constatez, donc sur cette croissance depuis à peu près le mois de septembre, depuis la mi-septembre jusqu'à maintenant, on voit que la moyenne mobile à 90 périodes, justement, la suit attentivement et que le niveau moyen des prix dans cette zone au niveau, vu cette tendance est aux alentours de 93,70. Donc, tant qu'on est au-dessus justement des clôtures mensuelles et au-dessus également de la moyenne mobile, on peut dire que les États-Unis justement
sont dans une dynamique purement et simplement haussière. Parce que techniquement, on le voit sur le graphe qu'on est haussier. De toutes les façons, il peut y avoir des petites rétractions, comme ici on le voit, lorsque la moyenne mobile augmente et que le marché diminue. Donc, une sorte de divergence, en fait, une mini-divergence. On peut dire qu'on est dans des phases, en fait, plus ou moins de stabilisation, mais que généralement, dans le biais, en fait, est justement haussier sur l'US dollar index, donc l'indice du dollar américain. Pardon. C'est l'automne et voilà, on est tous malades un peu, le froid commence à rentrer. Alors, au niveau de, justement, il y a aussi, comme j'ai dit, le NFP. On aura également cette semaine aussi, je crois que les chiffres sont sortis concernant le PCE, donc il y a le Personal Consumer Expenditures, donc c'est l'indice donc l'indice des dépenses, des dépenses personnelles des ménages qui est sorti ici donc à 1%. Donc, ça veut dire que généralement, cet indice, en fait, concerne plus la dynamique ou la politique monétaire qui est de stabiliser l'inflation. Et c'est en fait ça qui est, en fait, je dirais, le nerf de la guerre entre, justement, c'est-à-dire le point commun, la difficulté commune que connaît les États-Unis, qui est donc la plus grande puissance économique mondiale, qui est considérée d'ailleurs, qui est considérée comme la plus grande puissance économique mondiale, et également la zone européenne qui englobe donc la France, l'Allemagne et les plus grandes puissances européennes que vous connaissez d'ailleurs, la zone euro. Donc, ces deux grands espaces économiques ont un point en commun qui est donc l'inflation core dont j'avais parlé dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire l'inflation hors prix énergie et alimentaire. Donc, c'est-à-dire que c'est une inflation qui est hors éléments volatiles parce que ce sont les éléments les plus volatiles qu'on retire pour voir en fait ce que vraiment mesure le prix voilà, de la consommation des ménages puisque n'oubliez pas le CPI, donc l'indice, le baromètre du niveau des prix, qui est l'indice d'inflation, le CPI, le Consumer Price Index. C'est un indicateur qui est, en fait, c'est un panier donc d'actifs, des prix, qui est composé de 600 éléments, d'accord? Et en général, cet indicateur est plus ou moins maîtrisé par justement les politiques monétaires dont on avait parlé, donc les politiques monétaires qui stabilisent donc, dont le but ultime, c'est de stabiliser le niveau général des prix à 2%. Mais en ce qui concerne le PCE, ou du moins l'inflation core, le CPI core, c'est une inflation dont la plupart des zones économiques, les grandes zones économiques, ont du mal, vraiment beaucoup de mal à vraiment maîtriser, tout simplement parce que c'est une inflation qui ne croît pas au même rythme que l'inflation justement régulière que vous connaissez, qui est le CPI. Pardon. Donc, dans ce sens que la Banque centrale européenne, par Mario Draghi, justement, lorsqu'elle parle de ce qu'elle appelait récemment le recalibrage, le recalibrage, bien sûr, c'est encore une invention économique de Mario Draghi. Vous savez que je vous ai dit, ce monsieur est très habile sur sa communication, sur sa dialectique, parce que normalement, on parle de tapering ou de non-tapering. Le tapering, c'est quoi? Le tapering, c'est tout simplement ce que vous connaissez, qui est le QE, le quantitative easing, qui est en fait le rachat des actifs, le rachat de la dette de l'espace européen, qui est supporté par les puissances économiques européennes que sont la France et l'Allemagne. L'Allemagne d'ailleurs qui s'en plaint que eux, chez eux, ils n'ont pas problème justement de rachat d'actifs. C'est pour ça qu'il souhaite justement, à travers son représentant qui est Madame Sabine Lautenschlager, qui demande à Mario Draghi, elle qui est vice-présidente, justement de chercher à réduire justement le taper, parce que en injectant de l'argent dans l'économie, et qui est supporté justement par les économies européennes, des grandes puissances économiques européennes comme l'Allemagne et la France, les Allemands disent qu'ils n'ont pas besoin de ce programme parce que chez eux, ils sont au plein emploi et la croissance également, il va de mieux. Donc, ils ne trouvent pas nécessaire de poursuivre ce taper. Et Mario Draghi, comme je l'ai dit, c'est soit taper ou non-taper. En fait, le mot taper en économie, dans le jargon économique,
c'est pour faire allusion en fait à un cône. Donc, quand on parle de taper, on parle de, c'est comme un cône. Donc, vous voyez le cône, c'est comme un peu comme vous avez un cône qui est un peu comme un triangle, et puis le non-taper, c'est comme un cône qui est renversé, donc un triangle qui est renversé, donc avec une sorte d'entonnoir. Donc, quand on parle de taper, c'est-à-dire que de plus en plus, voilà, on élargit justement pour converger vers un tunnel. Et le non-taper, c'est pour dire que, pardon, le non-taper, c'est de converger justement vers le tunnel. Et le non-taper, c'est de justement d'élargir pour qu'on ne sache pas où est la fin. Donc, le plus que la banque centrale par Mario Draghi augmente justement son programme de rachat, cela veut dire qu'elle, justement, elle est dans le taper, donc elle imprime de l'argent et elle supporte justement sa dette, sa propre dette en rachetant ses actifs et aussi en maintenant les taux d'intérêt très bas, qui est la politique justement macroéconomique basée sur justement les obligataires. Mais au niveau donc du non-taper, c'est justement d'arrêter d'imprimer d'imprimer, d'injecter de l'argent dans l'économie, de supporter l'économie de façon superficielle et également aussi de chercher à rembourser donc cette dette, donc à réduire son bilan, qui est le non-taper. Mais Mario Draghi dit que dans leur cas, dans le cas de la BCE, on ne parlera pas de non-taper, mais on parlera de recalibrage. C'est-à-dire qu'il décide donc de réduire son bilan, justement, qui est de 60 milliards à 30 milliards. Et au lieu de, justement, de donner une date, on va dire plus ou moins précise sur la durée à laquelle il va mettre fin à ce programme qui a commencé depuis 2014, il dit que nous allons discuter éventuellement à partir de janvier 2018 parce que nous sommes susceptibles de le prolonger jusqu'à septembre pardon, 2018. Donc voilà pourquoi que l'euro est un peu en difficulté. Donc, c'est une question discours, de dialectique. Donc, je le dis, c'est pour ça que je ne suis pas très fan de trader les news, surtout quand c'est Mario Draghi qui doit s'exprimer, parce que c'est quelqu'un qui est très, très, très habile, extrêmement habile à utiliser des termes et à embrouiller tout le monde. Donc, les Allemands sont catégoriques. Ils parlent de taper ou non-taper. Mais Mario Draghi dit que ce n'est ni un taper, ni un non-taper, c'est un recalibrage parce qu'il estime que le but, qui est justement le nerf de la guerre dont j'ai appelé dans cette émission, qui est commun entre les États-Unis et la Banque centrale, qui est de maîtriser l'inflation sous-jacente, donc l'inflation core, l'inflation hors prix de l'énergie et d'aliments, qui est donc de le stabiliser au même niveau à peu près que l'inflation régulière que de 2%. Or, depuis que la Banque centrale a commencé à injecter de l'argent dans l'économie, justement, avec son quantitative easing, l'inflation encore n'a pas bougé ne serait-ce que d'un cran. Il serait intéressant peut-être dans les prochaines émissions si je peux avoir justement le graphe pour vous montrer, mais ça n'a pas du tout bougé, c'est resté toujours à la même place et donc du coup, on se demande est-ce que vraiment la politique de Mario Draghi est assez efficace justement pour l'économie parce qu'on imprime des centaines et des centaines de milliards chaque mois et le résultat reste toujours le même. Donc, c'est dans ce sens que si Mario Draghi continue justement à s'entêter avec justement son programme de rachat d'actifs et de maintien artificiel des entreprises dans l'économie, étant donné que lui-même il dit que son but n'est pas l'inflation, mais que de s'assurer d'avoir une croissance durable, il risque donc de créer une bulle. Mais il dit qu'il ne voit aucune bulle à l'horizon, mais moi je dis qu'il risque de créer une bulle parce que dans la mesure où les entreprises sont dans une dynamique haussière, elles consomment, elles réinjectent aussi de l'argent dans l'économie, elles permettent elles créent l'emploi et puis également les banques permettent donc aux ménages de s'endetter davantage, donc de redynamiser par la croissance. Donc ça c'est plus le cas pour les États-Unis. On risque d'avoir ce que l'économiste américain Robert Shiller a appelé pardon, ce qu'on appelait le irrational exuberance, c'est-à-dire que dans des situations où tout ne fait que monter, c'est-à-dire les indices montent, les, 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 les matières premières montent parce que les gens ont besoin de se couvrir en termes d'assurance, puisque les matières premières sont considérées comme les assurances également, et aussi les bons du trésor, puisque les taux d'intérêt sont très bas, les gens vont pouvoir acheter de la dette davantage, le coût d'emprunt est bas, donc les bons du trésor augmentent, que ce soit l'horizon, l'échéance 10 ans ou l'échéance 30 ans. Et donc, on est dans des phases où tout augmente.
Et quand tout augmente, c'est ce qu'on appelle la situation d'exubérance irrationnelle. Et ça, c'est justement le signe, en fait, le signe précurseur d'une bulle spéculative. Donc, ainsi, donc, le décor est planté. Voilà un peu l'horizon dans lequel nous nous trouvons. Et vous allez voir que donc, cette semaine, le NFP sera très attendu. Mes attentes sont, comme je l'ai dit, plus ou moins longues, grandes, pardon, au niveau des chiffres de l'emploi américain, qui est donc attendu à 315 000, mais je m'attends au moins au minimum à 287 000 et plus, au moins jusqu'à 327 500 même créations d'emplois, parce que ma fourchette donc est dans cette zone de résultats-là. Ce qui va confirmer donc qu'on a eu un bon trimestre de prospérité aux États-Unis. Prospérité, je ne peux pas dire relative, mais en tout cas de bonne croissance, parce que 3% en un trimestre, comme je dis dans cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ce genre de taux de croissance. Mais on le sait, c'est basé sur des anticipations, sur des attentes dues à ce que j'ai présenté, j'en ai parlé au début de cette vidéo, au sujet justement de la réforme fiscale de Trump et également de justement le programme de relance de l'économie à partir de la situation, de la catastrophe naturelle qu'on a eu justement aux États-Unis avec les dégâts matériels causés par la tempête Irma. Voilà. Donc, quand on regarde donc le graphe, comme j'ai dit tout à l'heure, le graphe au niveau du dollar index, il se porte très bien. On est dans une situation haussière, donc il n'y a pas vraiment de quoi à s'inquiéter, à moins qu'on a vraiment un NFP vraiment qui est en dessous des attentes et qui va tout chambouler et remettre mon scénario en difficulté. Aussi, il y a aussi le fait que cette semaine, voilà justement, Donald Trump va se prononcer justement sur les candidatures du successeur probable de Yellen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre M. Jerome Powell et M. Stanford, monsieur John Taylor, qui est économiste de l'Université de Stanford, il faut savoir que M. John Taylor, pardon, de l'Université de Stanford, excusez-moi, plus ou moins, les deux sont à peu près dans la même politique. Mais ce qui les différencie, le seul point qui les différencie, c'est que M. Jerome Powell est plus susceptible d'augmenter les taux, ok, plus rapidement que M. John Taylor. Ça ne veut pas dire que M. John Taylor est hawkish et l'autre est dovish. Parce que c'est ça, en fait, la difficulté. Comme je vous ai dit dans les anciennes vidéos, le fait que Janet Yellen, en début de son mandat, a manqué justement de hausser les taux en 2012, elle a pris du retard dans la normalisation de sa politique monétaire. Et Jérôme Powell, qui faisait partie, bien sûr, du comité, du FOMC, donc du comité de la politique monétaire de la Réserve fédérale, était parmi ces gens qui ont soutenu Janet Yellen d'augmenter justement les taux de façon progressive, de façon lente. Alors que M. John Taylor, lui, il est quelqu'un qui est susceptible d'augmenter les taux plus rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Fed, justement, a un calendrier bien particulier. Normalement, les hausses de taux sont en général entre 3 et 4 fois par année. Et il peut arriver des fois que quand la Fed martèle qu'elle va augmenter les taux de 4 fois et qu'elle le fait 3 fois, elle n'est pas en erreur. C'est juste qu'elle revoit ses anticipations, elle revoit ses estimations et elle constate qu'elle elle ne doit pas justement augmenter les taux ou elle doit augmenter plus qu'elle a dit. Mais en général, ça tourne autour de 3 à 4%. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que M. John Taylor, il est considéré comme quelqu'un qui est plus hawkish, donc qui est plus comme un faucon, parce qu'il est susceptible d'augmenter plus rapidement les taux que M. Jérôme Powell. Comprenez? Et M. Jérôme Powell va en fait perpétuer cette politique de Janet Yellen qui consistait justement à augmenter de façon progressive les taux, de sorte à normaliser, en guillemets bien sûr, la politique monétaire qui avait donc qui avait été qui a été manquée à partir du début de mandat de Janet Yellen aux alentours des années de 2012, d'accord?
Donc, aujourd'hui, donc cette semaine, Monsieur Donald Trump, le président Donald Trump, va se prononcer justement sur son choix et le consensus, donc un sondage donc, table justement pour l'élection de Jerome Powell pour la continuité de Janet Yellen. Mais moi, je dis que je crois sincèrement que Donald Trump, dans le souci de normaliser justement la politique monétaire, bien que son objectif est de maintenir justement le dollar très bas afin de redynamiser les exportations au niveau des États-Unis, il risque de choisir justement John Taylor, parce que John Taylor est susceptible justement d'augmenter les taux plus rapidement, ce qui pourrait accélérer le processus de normalisation de la politique monétaire américaine. Donc ça, c'est à suivre. Ensuite, donc, on a fini donc pour justement les États-Unis et également pour la zone européenne avec Draghi, donc que je vous ai parlé en début d'émission, donc taper versus non-taper. Et on a vu que M. Draghi a parlé de recalibrage et je vous ai expliqué ce que cela peut conduire. Ça peut conduire justement à une situation de exubérance irrationnelle. On va maintenant aller voir du côté maintenant voilà, de, du, de Londres, donc de l'indice FTSE, donc l'indice londonien britannique, dont on va avoir aussi la politique monétaire cette semaine, une décision. Et si les taux sont relevés, a priori, les taux ne devraient pas être touchés, euh, parce que avec la situation du Brexit, il ne serait pas prudent d'augmenter les taux maintenant. Il faudrait donc attendre peut-être au début de l'année prochaine, parce que les coûts d'emprunt justement au niveau justement de la séparation du Brexit risquent d'être très 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 encore plus salés plus salés qu'avant. Donc je m'attends pas à ce qu'on ait une augmentation des taux actuellement, puisque le Brexit a commencé, les négociations ont perdu, ça traîne, mais on voit quand même qu'il y a des discussions aux alentours de ça. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que le coût estimé actuellement pour payer le Brexit, pour mettre fin vraiment aux négociations, est de 100 milliards de livres. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et je ne sais pas si les deux parties sont assez prêtes, c'est-à-dire le camp de ceux qui veulent rester ou le camp de ceux qui veulent se séparer sont assez prêts, mais pourvu que justement, si les taux augmentent, ils risquent d'avoir vraiment beaucoup de difficultés à négocier ce prix-là. Donc, il ne devrait pas avoir de changement. Et si par contre, il y a un relevé des taux, parce que voilà, ça peut être une décision justement à l'interne au niveau de la BOE, donc la Bank of England, ça va faire donc la première fois en 10 ans que la banque d'Angleterre augmente un taux. Donc, la nouvelle va tomber le jeudi dans ce qu'on appelle le Super First Day. Et justement, il faudrait donc voilà, s'attendre justement à un scénario, comme vous le voyez sur l'écran ici. Ça, ce sont les plus hauts, donc les plus hauts historiques depuis mai à 7600 points. Après, on a consolidé jusqu'à aller dans la zone. Cette zone ici, il ne faut rien faire. Il n'y a rien à faire dans cette zone. Si vous êtes en intraday, le 7435 et le 7380, il n'y a rien à faire dans cette zone. C'est une zone qui est entre justement le support, un support, on va dire, un point d'équilibre mensuel et également justement les plus bas, pas les plus bas, mais les clôtures mensuelles. Donc, entre cette distance, il n'y a pratiquement rien à faire. Mais ce qu'on peut voir, c'est que cette figure, en fait, ça peut nous indiquer, par exemple, un scénario peut-être de double top, voilà, de double top en double V, donc pour les puristes de l'analyse technique, on peut avoir voilà, des trucs comme ça. Donc, je dessine pour vous et peut-être une correction donc ici pour venir casser tout ce niveau-là. Donc, ça, c'est un scénario qui est envisageable. Mais ce scénario qui serait envisageable serait seulement dans la mesure si on augmente justement les taux. Donc, si on augmente les taux de la politique monétaire de la banque d'Angleterre depuis 10 ans, on pourra avoir donc justement ce scénario de vague 5 qui va se matérialiser en une baisse parce qu'on a échoué quasiment à 3 fois sur la zone des plus hauts entre 7750 et 7600, d'accord?
Donc ça, c'est à surveiller. Sinon, a priori, s'il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire s'il n'y a pas de hausse des taux, on va plutôt ranger voilà, dans cette zone-là et après justement sortir par l'euro si justement il y a une nouvelle qui puisse donner de l'impulsion justement à ce marché. Donc ça, c'est au niveau donc du marché du FTSE. C'est un marché que je ne suis pas, que je ne traite pas assez souvent, mais c'est un marché qui est bien, qui est vraiment corrélé pratiquement à 55 voire 60% des matières premières, surtout les matières premières qui sont cotées à la bourse de Londres, comme par exemple le pétrole, le Brent, le pétrole européen, et également aussi le cacao, donc voilà, le cacao qui est une matière première agricole, il y a beaucoup de pondération justement dans cette, euh, dans cet indice et d'autres justement, d'autres indices, d'autres matières premières européennes. Il y a aussi l'or aussi qui est à l'intérieur de cet indice. Voilà. Donc, pour finir cette émission, je vais donc finir avec justement le USD Yen. Donc, le USD Yen qui est l'indice, donc qui est la paire de devises Yen. Et on le voit ici qu'on a bien sûr voilà, un biseau descendant dont la sortie est généralement haussière. On est au-dessus, la ligne rose que vous voyez là, c'est une ligne en fait c'est un pivot en fait, si je repars en monthly, donc en mensuel, donc c'est un pivot justement, un seuil de polarité donc mensuel, historique depuis 2008. Donc c'est pour ça que je l'ai tracé et c'est important justement d'avoir ces repères parce que cela nous permet justement de savoir dans quel sens que le marché va. Donc là, on voit ici dans ce biseau descendant, dont la sortie est généralement haussière, que les bougies Ekenashi ont changé de couleur. Certainement, ça peut être une petite consolidation à court terme pour venir taper le niveau du plus haut mensuel, de la clôture mensuelle qui est à 112, 710 pour repartir vers l'avant. Parce que la sortie, en général, de cette figure se fait généralement haussière, parce que c'est un biseau descendant, la sortie se fait généralement haussière, au moins à 70%. Cependant, on peut l'invalider. Mais si on l'invalide, peut-être que le marché viendra se poser également sur justement la polarité qui avait été travaillée depuis 2008 jusqu'à maintenant. Au niveau fondamental, c'est que au niveau du Japon, vous avez ce qu'on appelle les Abenomics. Donc, les Abenomics qui sont les programmes, en fait, les programmes voilà, de quantitative easing qui a été initié justement par le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe et qui a été initié depuis les années 90. Et ce sont les champions du QE, les Japonais. Ils ont imprimé l'argent, ils ont injecté beaucoup d'argent dans leur économie depuis leur déflation et leur extrême déflation qui s'est initiée depuis la fin des années 80, donc début 89, début 90. Et je crois qu'ils sont sortis justement de ce cycle infernal de déflation où les niveaux de général des prix n'augmentaient pas. Ils ont imprimé tellement d'argent, donc cela a permis de redynamiser justement leur économie, de redonner confiance aux investisseurs, de créer la croissance et de faire justement à ce que le niveau des prix augmente afin de normaliser justement leur politique monétaire, les politiques de taux d'intérêt. Donc actuellement, le Japon aussi a justement une décision à prendre concernant sa politique monétaire qui va être publiée, il me semble, cette semaine. Je vais juste regarder le calendrier avec vous. Euh, cette semaine est très chargée. Il y a beaucoup d'annonces justement au niveau fondamental. Donc du coup, on se perd un petit peu. Mais je vais donc voir, il me semble qu'il y a le Japon qui a donc sa politique monétaire à se prononcer cette semaine. Ou ça doit être peut-être la semaine prochaine. Je vais voir également dans le calendrier avec vous de Daily FX. Voilà. Donc, Daily FX, calendrier économique. Voilà. Normalement, on devrait avoir le Japon. Donc, alors, il me semblait qu'on a, peut-être c'est pas cette semaine ou c'est peut-être la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, donc c'était pour dire il faut être voilà la décision des taux de la BOJ. Donc voilà, c'est le mardi. Donc le mardi 31 octobre, il y aura la décision des taux de la BOJ qu'il faut suivre attentivement. Les attentes, le consensus s'attend à bien sûr le maintien justement des taux bas à moins 10%. Donc ce sont eux qui étaient les principaux
initiateurs des taux d'intérêt négatifs. Voilà, ce qu'on appelle en anglais, il y a le ZIRP, qui est le Zero Interest Rate Policy, et puis il y a le NIRP, qui est le Null et le Negative Interest Rate Policy. Donc, ZIRP versus NIRP. Donc, eux, ils ont été d'abord les grands chantres du ZIRP et après, ils sont passés au NIRP, donc au Negative Interest Rate Policy. Donc, eux, peut-être qu'ils vont encore continuer à maintenir cette politique donc, de ultra accommodante, donc de moins 10%, qui favorise bien sûr, qui a favorisé bien sûr la croissance et justement qui favorise justement donc la consommation des ménages japonais, qui sont des gens qui sont réputés pour être des gens qui épargnent beaucoup, qui ne dépensent pas beaucoup. Donc, cette situation de déflation a perduré pendant au moins plus de 2 décennies, qui a fait beaucoup mal aux Japonais. Je crois que maintenant, ils s'en ont sortis. Et le gouvernement de Shinzo Abe, dont les Abenomics, comme on l'a nommé, ont quasiment redressé la barre justement de la croissance et de la prospérité au Japon. Donc, certainement, comme je vous l'ai dit, techniquement, on devrait s'attendre justement à une petite correction ici, un petit rétractement sur la clôture mensuelle de 112,10 pour ressortir vers le haut de cette figure, puisque cette figure en général a une sortie généralement haussière, les biseaux ascendants. Voilà. Donc, voici en ce qui concerne l'actualité fondamentale et l'actualité et aussi l'analyse technique concernant ce point de marché. Donc, cette semaine, il y a beaucoup de news. Vous avez le PIB également ici au Canada. On a eu également le PCE, qui est un indice dont la Fed regarde attentivement dans son calcul, elle tient compte dans son calcul justement de l'indice des salaires avec justement l'apparition des chiffres de l'emploi. Vous avez également aussi les chiffres de l'emploi justement au Japon, comme je l'ai dit, qui ne devraient pas être justement attendus à la hausse, puisque les Japonais sont dans une dynamique, dans une croissance généralement haussière. Vous avez aussi à suivre, je vais vous montrer, bon, outre la production industrielle au Japon, vous avez aussi au niveau de la zone européenne, l'inflation, donc le Consumer Price Index, qui est donc l'inflation générale, le niveau général des prix dans la zone européenne, le mardi, qu'il faut suivre attentivement, qui est attendu en léger recul. Donc ça viendrait confirmer donc le mal justement de ce que je vous avais expliqué en début de vidéo, qui est en fait le mal commun entre les États-Unis et la zone européenne et les États-Unis, à savoir le but de maintenir justement leur programme de quantitative easing, à savoir l'idée de maîtriser l'inflation sous-jacente. Parce que c'est justement à cause de ça que le risque de bulle en fait persiste justement dans l'économie, puisque tout ne fait que monter si on ne fait que soutenir justement l'économie de façon artificielle. Donc ça, c'est à surveiller. Et vous avez donc le GDP, qui est donc la croissance au Canada, qui est attendu en légère hausse. Donc, vous voyez, les États-Unis ont fait 3%. Nous, au Canada, ici, on est attendu à 0,1%. Moi, d'après moi, il ne devrait pas avoir de surprise. On va être peut-être même à 0% parce que c'est un mois qui a été un peu difficile au Canada à cause justement voilà, de ce qu'on a appelé, de ce que je dis, les retail sales, donc les ventes au détail. Et aussi, on a eu une forte baisse des ventes au détail. Donc, cela veut dire que l'économie plus ou moins se porte pas trop bien. Et les négociations au niveau du NAFTA qui sont en train de balbutiner. Et donc, c'est en très, très mauvaise voie parce qu'il y a il y a des accords dedans qui n'arrangent pas justement les parties qui sont les parties prises justement de cet accord, notamment les États-Unis avec M. Donald Trump. Donc, les Canadiens sont plus ou moins un peu fragilisés par justement dans leur économie. Donc, le GDP, donc la croissance, va donc justement justifier cette opinion-là. Et on a aussi, pour finir donc cette émission, donc là on est mardi, on a mercredi bien sûr les enquêtes ADP qui sont attendues en très très hausse, en net hausse. Vous savez que le rapport ADP ne compte que pour 25% dans le rapport NFP, donc il n'est pas, il est,
il n'est pas très significatif en quelque sorte, puisque ça concerne seulement les emplois dans le domaine privé, Et puis, donc, voilà, on a le FOMC, donc le discours, donc, la décision des taux d'intérêt concernant la politique monétaire euh, américaine, le mercredi, 14 heures heure du Canada, mais plutôt, je crois, en France, ça va être aux environs de en Europe, ça va être aux environs de 8 heures, je crois, la décision. Ici, c'est à 14 heures. Donc, à suivre aussi. Donc, on s'est attendu à 1,12, qu'auparavant, on était à 1,25. Donc, ils s'attendent à une légère baisse des taux d'intérêt. Moi, quand je vois ça, ça me dit simplement que les taux d'intérêt vont pas être changés. Ce qui est sûr, on sait que selon le CME Fed Funds, donc qui est l'organisme qui estime la probabilité donc, des hausses de taux, a estimé une hausse des taux probable en décembre à 95%. Donc certainement, ce taux d'intérêt aujourd'hui qu'on va avoir qui était avant de 1,25 qui est prévu pour 1,12, certainement va rester justement entre 1,25 et il n'y aura pas de surprise. Et en décembre, on aura potentiellement justement une hausse des taux, certainement avec l'élection du nouveau patron de la Fed qui va arriver, justement, on va avoir justement une hausse des taux pour fin décembre, enfin, toujours dans le but de la normalisation de la politique monétaire, justement, américaine. Donc, ainsi s'achève cette émission. Comme je vous avais dit, j'allais être un peu plus long. J'ai quand même, je crois, avoir fait le tour global donc, de tout ce qui se passe et de vous éclairer au max un peu de l'idée qu'il faut avoir justement pour engager comment travailler sur les actifs cette semaine. N'hésitez pas à me faire savoir justement de ce que vous avez aimé, de ce que vous n'avez pas aimé dans les commentaires de la vidéo. Je prends un plaisir à vous lire. Partagez-la, likez-la aussi. Voilà, donc ça aide beaucoup pour ce qu'on fait et ça booste les audiences. Et merci donc pour votre attention. Je m'excuse encore si la vidéo était un peu plus longue, mais comme je vous ai dit, dans l'avenir, je m'en tiendrai à faire des vidéos entre 15 et 30 minutes parce que quand on fait des vidéos à 45 à 50 minutes, c'est un peu difficile à suivre parce qu'il y a trop d'informations qui viennent. Donc, je crois que je fais le max de... J'essaie d'être bref et concis afin de vous éclairer pour que vous puissiez avoir au moins une bonne idée de comment est-ce que vous devez donc attaquer les marchés. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, passez une très belle journée, une très belle semaine et puis on se reparle bien sûr dans les prochains jours. Au revoir.